Bonjour les amis, je vous ai promis une vidéo où je mets en lien charge mentale et écologie. Alors je vous préviens tout de suite d'entrée de jeu que je vais peut-être dire des choses qui vont vous bousculer, qui ne sont pas agréables à entendre. Mais sachez, je vous le dis en commençant, que l'idée c'est pas du tout de vous accuser, de vous culpabiliser, comme on pourrait vous le reprocher. L'idée c'est de vous aider à faire des prises de conscience, à réfléchir pour avancer. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc, préparez-vous et baissez le bouclier, l'intention n'est pas du tout offensive. Donc, beaucoup de femmes se soucient d'écologie, beaucoup de femmes se soucient du destin du monde, de ce qui se passe. Et elles sont empêchées, en raison de la charge mentale, elles sont empêchées de s'engager. C'est quelque chose que j'ai constaté depuis longtemps et qui m'a fait depuis longtemps, depuis plus ou moins 3 ans, de façon systématique. C'est pas un vague constat. J'avais démarré sur le fait d'aider les personnes à opérer leur transition écologique et puis je me suis rendu compte que beaucoup de femmes, d'abord les femmes sont spécialement concernées, mais je n'entre pas dans le détail. Vous découvrirez tout ça dans mon bouquin qui est là derrière. Mais donc les femmes sont dans un truc vraiment compliqué parce qu'elles se soucient de l'avenir du monde, et tout simplement parce qu'elles se soucient de l'avenir de leurs enfants, et beaucoup de femmes sont empêchées de s'engager dans cette voie-là en raison de la charge mentale. Et je vais définir extrêmement sommairement ce que c'est que l'écologie, ce que j'entends en tout cas par le mot écologie quand je l'emploie ici. Je vais dire que quand je parle d'écologie dans ce contexte-ci, c'est le souci du vivant, c'est-à-dire la nature et l'environnement, et l'ennui déjà, et je vais venir à une explication un petit peu plus loin, c'est que dans l'état actuel, dans le rapport au monde de la plupart des gens, c'est qu'on perçoit la nature, l'environnement, etc. comme une extériorité, comme quelque chose d'extérieur à nous, comme un élément du décor. On a perdu de vue que nous sommes des êtres naturels, que nous sommes des mammifères, etc., que nous donnons naissance de la même manière que les vaches et que les chiennes, etc., que les baleines, et que nous allaitons comme les mammifères, quoi. Nous sommes des mammifères. Et ça, on l'a oublié. On l'a oublié mentalement, mais notre corps ne l'a pas oublié du tout. Notre corps est très au courant, et notre corps, qui est notre inconscient, et qui est aussi, qui recèle aussi notre enfance et plein de choses précieuses, mais notre corps, il n'a pas oublié du tout, et notre corps, il est en souffrance de ça. Et donc, on va repartir de là, on va repartir de cet oubli. On a oublié alors qu'on n'a pas toujours oublié. Jusqu'il y a 300 ans, en Occident, on avait la même conception du monde que dans les peuples premiers, en Amazonie, ou voilà, dans les peuples qui sont encore préservés. Il y en a encore très peu qui le sont actuellement. Mais au Moyen-Âge, chez nous, on ne percevait pas le réel comme se réduisant au tangible, au démontrable, au quantifiable, au vérifiable scientifiquement. À l'époque, pour les gens, le réel revêtait une dimension invisible, la dimension symbolique. Il y avait des correspondances entre les choses, et ça s'est développé par exemple dans l'univers de Jung, si vous connaissez, Carl Gustav Jung. Et donc, jusqu'il y a 300 ans, les gens savaient, si pas cognitivement, ils le sentaient, et leur perception, leur vision du monde, c'était il y a le tangible, et au-delà du tangible, ne faisant qu'un avec notre conception du réel, cette dimension invisible qui nous accompagnait. Et puis, il y a eu l'avènement de la civilisation capitaliste patriarcale au XVIIe, dont les prémices ont été posées depuis le XIIIe siècle. Et on va mettre un petit peu le patriarcat de côté pour ce développement-ci. On va mettre le focus sur le côté capitaliste et matérialiste.
Donc c'est le nombre de gens qu'on entend dire oui, moi je suis rationnel, je ne crois qu'à ce que je vois, à ce qu'on peut me démontrer, à ce qui peut se quantifier, à ce que la science peut valider. Ok, ok. Donc pour ces gens-là, le réel c'est le tangible. Et le problème c'est que comme on a reçu une éducation majoritairement laïque, surtout vous les Français, en Belgique c'est différent, ou les Françaises, en Belgique c'est différent, la religion a une place plus importante dans la structure étatique en Belgique. Mais je ne vais pas développer ce truc-là. Et ce qui fait qu'elle a sa place aussi dans l'enseignement. Donc, le truc, c'est que, alors, toute notre éducation, si dans la vision de notre civilisation, la conception du réel se résume au matériel, alors toute notre éducation, elle sert, l'air de rien, à forger notre identité marchande. Tout est fait pour nous faire oublier notre grandeur, qui sommeille, elle est là, hein, mais elle sommeille dans cette dimension symbolique qu'on a oubliée. Donc notre grandeur, elle réside dans notre dimension de nature, et si on était en lien, beaucoup de gens le sont, mais pas la majorité, en lien avec notre nature, qui résonne avec la nature, on aurait une capacité de connexion qui sommeille. Hein. Et notamment, on accorderait beaucoup plus de valeur à notre intuition, qui est cette intelligence naturelle. Et donc je vous disais que dans cette civilisation capitaliste, marchande, matérialiste dans laquelle nous avons grandi, qui nous a formés à l'école, on a forgé nos identités de consommateurs, consommatrices et consommateurs-producteurs en fait. Et oui, producteurs en tant que l'école nous forme pour pratiquer des métiers en fait, hein. Donc des métiers pour gagner de l'argent, pour consommer. Et il s'avère que le consommateur est plutôt une consommatrice. Il y a des chiffres qui traînent, dont on est au courant depuis 100 ans dans le monde du marketing, qui indiquent que le consommateur est une consommatrice. Les femmes représentent le marché dans une fourchette qui oscille entre 70 et 80%. Et alors, ce qui se passe, j'en parle beaucoup dans mon livre aussi, c'est qu'il y a eu un processus d'ingénierie sociale qui a été mis en place pour amener les femmes à épouser l'identité de ménagère dès l'instant où l'enfant paraît. C'est comme ça. C'est comme ça et je peux vous assurer que ça se déroule comme ça. Moi, j'ai une intelligence qui fait que je suis capable d'établir des liens entre des choses éparses, entre des choses dont les gens ne se rendent pas compte qu'elles ont un rapport, mais donc, quand l'enfant paraît, la femme chope l'identité de ménagère, et où est-ce qu'elle est ? Ben, elle est dans l'air, en fait, c'est notre implicite collectif, c'est notre impensé collectif, c'est l'idéologie, ça s'appelle comme ça. Et donc, l'identité de ménagère, elle inclut une série de trucs pas très très agréables, mais qui constituent notamment, qui vont notamment de pair avec le fait de mettre un focus important sur les objets et leur manutention, sur le fait d'établir ou d'entretenir un rapport pyramidal avec nos proches au sein de la famille. Donc je suis celle qui sait, et si je suis celle qui sait, j'incarne la norme, je suis légitime, et ce qui s'ensuit. Hein. Et c'est d'autant plus compliqué qu'à l'heure actuelle, jadis, au temps lointain, les enfants, comme encore en Afrique ou dans d'autres contextes, actuellement, les enfants, ils étaient confiés, leur éducation était confiée à une quantité d'adultes, parfois au village. Tandis que maintenant, la famille, ces dernières années, en Occident, c'est considérablement restreinte, jusqu'à atteindre ce minimum familial qu'est la famille monoparentale. Et là, on n'a plus que le parent et l'enfant. Et vous voyez bien, surtout si vous êtes dans la situation, combien déjà le fait de constituer une famille où il y a papa, maman et les enfants, combien déjà c'est lourd.
Quand c'est une famille monoparentale, bonjour les dégâts, hein. Bonjour la difficulté. Et donc en tant que femme, comme je vous le disais, quand l'enfant paraît, hop, on chope la charge mentale. Et la charge mentale, c'est, je vous parlais de l'identité de ménagère, et l'identité de ménagère, c'est une mythologie, mais totalement implicite. C'est un mot qu'on n'emploie pas en Occident européen, donc en francophonie plutôt, ménagère. C'est un mot qui est moche, on ne peut pas l'employer parce que personne n'en voudrait. En revanche, le mot housewife en américain est déjà beaucoup plus classique. Mais l'identité de ménagère, elle inclut une quantité de manies qui font mal, qui font du mal aux femmes qui épousent cette identité et qui font mal à leurs proches. Donc notamment parmi ces manies, il y a l'ergomanie, le fait d'avoir besoin d'être tout le temps occupé à des choses ménagères, quoi. Le fait de privilégier les objets, comme je vous le disais, et tout cela au détriment de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, ce sont les liens, c'est l'être, hein, c'est moi, mes besoins fondamentaux, mais tout ça, on les a refoulés bien loin, puisque dans notre éducation, on ne nous a même jamais évoqué le fait qu'on a une intériorité. Et il y a un principe vraiment basique, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Ce pourquoi on n'a pas les concepts, on n'a pas les mots, ça ne fait pas partie de notre réalité. Et donc, on a cette identité de ménagère, elle fait qu'on chope des manies qui nous occupent le cerveau, qui nous occupent en fait, au détriment de l'essentiel, qui sont, comme je vous le disais, les liens, l'intériorité, l'être, donc, et l'être ensemble, ce sont les liens. Et Catherine, comme j'ai lancé le sujet hier, Catherine me disait, moi je trouve que l'écologie c'est le remède à la charge mentale. Et j'en suis convaincue. Mais il y a cette mythologie de la ménagère, donc qu'on adopte sans le savoir, hein, on ne met pas de mots dessus, qui est véritablement une identité, hein, et ça va de pair avec des stress énormes. Si on se sent comme ça missionné en tant que femme pour gérer le foyer, en fait on sait tout mieux que tout le monde, et donc ça va générer énormément de stress, parce qu'on se croit obligé de tout faire, et en plus quand les autres prennent des initiatives, on va les corriger, on va refaire après eux, etc., ce qui a juste pour effet de les dissuader, de les inhiber, de les humilier, tout ce que vous voulez de pas sympa. Et donc, le truc, c'est que quand on est stressé, on est dans une logique, dans une dynamique, même physique, hein, neurologique, de survie. C'est-à-dire qu'on est tellement focalisé sur sa problématique qu'on n'est pas créatif. On est branché on active le cerveau reptilien, pas du tout le cerveau préfrontal, et donc on est coupé de ressources qui nous permettraient d'inventer une autre vie. On n'imagine même pas qu'une autre vie est possible. On ne voit pas de solution, on se sent prisonnière de son truc. Donc on a la perception que la charge mentale n'a pas de solution, que c'est quelque chose d'inéluctable, parce qu'on est aliéné par ce récit collectif, cette mythologie, qui nous empêche d'imaginer qu'un autre monde est possible. Et donc, dans ce contexte-là, où on a épousé une identité qui n'est pas notre identité fondamentale, au bout du compte, on ne sait pas qui on est, eh bien, la consommation joue un rôle de consolation, en fait. La consommation console. Elle nous console d'un vide profond, elle nous occupe, et elle nous permet d'oublier partiellement une perte essentielle, qui est la perte du lien à nous-mêmes fondamentalement. Et donc, on a besoin de faire une prise de conscience, en fait. Donc tout ça n'est pas agréable. L'objectif de ce que je vous dis, c'est justement de vous aider à prendre conscience. Et de se rendre compte, là je reviens à l'écologie,
de se rendre compte que oui, 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 on est convaincu que, ou bien on le fait, on ne s'en rend pas compte, que on consomme pour se consoler. On consomme de toutes les manières, hein, en achetant des biens, en mangeant, en buvant, mille trucs, hein, en offrant des cadeaux à nos enfants, par exemple. Parce qu'on croit que nos enfants ont besoin d'objets, alors que c'est de liens que nos enfants ont besoin. Mais on se sent une mauvaise mère si on n'offre pas des objets, etc. Bref, je n'ouvre pas cette fenêtre-là qui nous emmènerait loin. Donc, se rendre compte, parmi les prises de conscience que je vous suggère de faire, se rendre compte que oui, on consomme pour se consoler, mais consommer, ça génère de l'accumulation, de l'encombrement qui va générer du stress parce que c'est du bazar à gérer. Quand on est stressé comme ça, à cause de tous ces machins à gérer, on s'auto-maltraite en fait, on se met sous stress, on est de mauvaise humeur, on est en colère, on s'embarque dans des logiques émotionnelles épouvantables, donc on s'auto-maltraite, mais on maltraite nos proches aussi, et du coup là-dedans on bafoue notre propre écologie et l'écologie du système familial. On maltraite tout le monde. Vous voyez, je vous propose d'envisager les choses de votre point de vue pour que vous acceptiez de concevoir que vous avez des leviers d'action. Il y a des choses à faire de votre côté. Je sais qu'une grande tendance actuelle dans le féminisme consiste à accuser les conjoints, ils ne foutent rien, ils sont prendre en charge, c'est un gosse supplémentaire. Moi, je vous propose de voir de votre côté ce en quoi vous contribuez à votre situation, de manière à ce que vous actionniez ces leviers-là pour changer la situation et sortir de la charge mentale. Et donc, suite à ce que je disais là, Christine, puisque j'ai lancé le sujet hier, Christine me disait, oui, et quand on fait ça, on est dans le déni de sa propre écologie, on est dans le déni du vivant en soi, et comme le vivant en soi, il fait partie du vivant en général, quand on bafoue sa propre écologie, c'est pas une image, hein. Quand on bafoue sa propre écologie, on bafoue le vivant en général, tout simplement parce qu'on ne va pas faire des choses dont on a besoin. On a des rythmes en tant qu'être vivant, en tant qu'être naturel, on a des rythmes et des besoins qui sont connectés au vivant. Notamment, on a besoin d'aller dans la nature, mais on a aussi besoin de faire des choses, d'actionner notre corps, de faire des choses physiquement avec notre corps, avec nos mains. Faire du sport, se balader, mais aussi danser, jouer d'un instrument. Pour les unes, ça va être, pour les autres, ça va être dessiner, peindre, tricoter, coudre, des choses comme ça. Moi, j'ai un petit crochet qui m'attend là. Et donc, ça va aussi de pair, tout ça, le fait de ne pas s'accorder ça avec un non-sentiment d'appartenance. On ne se rend pas compte, on ne sent pas, donc on a un malaise, un mal-être, dont on ne se rend pas compte qu'il est aussi lié à un sentiment d'isolement. On ne sent pas qu'on appartient, on ne sent pas qu'on n'est pas toute seule, on se sent toute seule. Et donc on sent ses besoins, mais on ne les honore pas, ou on connaît ses besoins, c'est encore mieux, mais on ne les honore pas. Donc que faire ? Voilà quand même quelques pistes. Que faire pour être capable d'honorer sa propre écologie et ce faisant sans effort, alors on va se mettre à être beaucoup plus en empathie avec ce qui vit. On va se rendre compte que prendre soin de soi, c'est prendre soin du vivant, encore que. Il y a peut-être des chemins à faire pour prendre soin du vivant dans sa façon, de façon globale, en prenant soin de soi. Je vais y réfléchir. En tout cas, que faire ? Je sais bien que c'est contre-intuitif quand on parle de charge mentale, mais la première chose à faire, c'est de s'accorder du temps. Il faut prendre du temps pour soi.
il faut s'arrêter. Le fait de tout le temps être occupé comme ça, d'abord, c'est pas nécessaire du tout. Si vous n'aviez que 2 heures pour le faire, vous le feriez en 2 heures. Mais non, le problème, c'est que tout le temps dont vous disposez, parce que vous vous sentez coupable, vous devez le remplir avec des tâches ménagères. Et ce serait beaucoup plus intelligent pour vous, ce serait beaucoup plus écologique de vous dire, voilà, je fais ce truc en 2 heures et je m'accorde 2 heures pour faire des choses qui me font plaisir. Et là, vous savez ce qui vous fait plaisir. Autre chose à faire, c'est de vivre au présent. Si vous vivez au présent et non pas sur fréquence robot, eh bien, vous pouvez régulièrement vous demander si ce que vous faites, si tout ce que vous vous imposez, si ce que vous vous préparez à faire, si les pensées que vous avez, si tout ça est bien nécessaire, si tout ça vous fait du bien, s'il n'y a pas quelque chose de plus joyeux à faire. Une autre chose importante à faire qui résonne avec l'idée de vivre au présent, c'est de réduire votre consommation et vos achats. Posez-vous toujours la question de savoir, vous pouvez chercher la méthode Bisou sur internet, hein, méthode Bisou, B-I-S-O-U, qui a été fondée par, mais ils ont changé de nom, Marie Lefebvre et Herveline, je ne sais plus comment. Les filles qui ont écrit J'arrête de surconsommer, en tout cas. Elles ont changé de nom toutes les deux. Donc réduire votre consommation et réduire vos achats, notamment en appliquant la méthode Bisou qui est simplissime. Et cessez de croire que vos enfants ont besoin d'objets. Vos enfants ont besoin d'une présence de qualité. Vos enfants ont besoin de votre disponibilité. Pas que vous anticipiez leurs besoins, pas que la maison soit nickel miraculeusement, puisque en plus vous le faites en leur absence. Donc ils ne voient même pas que vous travaillez pour eux. Et donc, j'accompagne les femmes. Je les aide à retrouver leur souveraineté, leur capacité à décider pour elles, leur capacité à déployer leur puissance dans leur vie. Et je les aide aussi à sortir de la charge mentale. Si ça vous inspire, faites-moi signe dans les commentaires. Ou bien envoyez-moi un message et je vous propose de vous inscrire et sur la page Facebook de Madame Charge Mentale et sur le compte Instagram de Madame Charge Mentale si vous voulez suivre mes publications. Ciao, ciao!